J'ai écrit une chanson il y a 3-4 jours. On a répété seulement hier, et donc c'est donc la première fois que je la chante. Ça s'appelle Putain de camion. « 12 juillet 1986, Francophonie de La Rochelle. Renaud a 34 ans, il a vendu plusieurs millions d'albums. Il est la référence de la chanson française. Putain, c'est trop con, ce putain de camion. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Le gamin de Paname vient d'écrire Mistral gagnant, qui sera élu plus belle chanson de tous les temps. En 10 ans, le môme de la Porte d'Orléans a conquis non seulement Paris, mais aussi tout un pays. Il a une proximité avec son public, c'est des copains, quoi. Un grand auteur, compositeur, quelqu'un qui a marqué vraiment toute une génération. Que le vent soufflera, je repartira, et que les vents tourneront, nous en allerons. Plein de trucs, moi je voyais, c'était des courts-métrages pour moi. Donc je partais loin, moi, quand j'écoutais Renaud, quand j'étais môme. Là, c'est une inspiration, plus une inspiration qu'une référence. Il a inventé un langage, comme tout grand écrivain invente un style. Niveau auteur, un pur génie. On a eu l'époque Ferré, Brassens, Brel. Là, il restera Renaud. Pas une femme n'est assez minable pour instiquer un revolver et se sentir invulnérable, à part bien sûr Madame Thatcher. C'est une poésie à part entière, quoi. C'est-à-dire ça rentrera dans les livres d'histoire. Pourtant, Renaud est malheureux. Il vient de perdre son meilleur ami Coluche, ses illusions politiques, et du sommet de sa gloire, il va glisser progressivement vers les abîmes. Une descente aux enfers qui durera presque 20 ans. Il affronte le monde comme il est et pas comme il le rêve. Et c'est peut-être pour ça qu'il souffre autant. Lui, le chanteur revendiqué et énervant, est devenu un artiste malheureux, malgré des succès par dizaines. Un véritable paradoxe. Toute sa vie, Renaud luttera contre cette ambivalence qui a fait et fera de lui ce qu'il est. Tombé plusieurs fois, ce phénix de la chanson ne cessera de se relever et de renaître. On est toujours surpris avec Renaud. Il est revenu du fin fond de l'abîme. Et chaque fois, ça a aussi produit des chansons formidables. Amoureux fou de Paris, attaché à sa ville depuis l'enfance, il l'a quitté et est revenu au gré des péripéties d'une carrière à nulle autre pareille. Voici Renaud, le gamin de Paname, le paradoxe ambulant, l'artiste génial. Santiago en bandoulière et bandana de rigueur. Pour comprendre cet artiste de paradoxe, il faut replonger dans son enfance. Une enfance si douillette qu'il y restera attaché toute sa vie. Renaud, il naît en 1952. Et il n'est pas seul parce qu'il a un frère jumeau qui est David. Il raconte avec amusement qu'en fait, il a poussé David, son frère, en premier, qui serait né d'abord, et que lui a attendu un petit peu avant de sortir. Oh, j'ai le même bébé. Dès sa naissance, Renaud est donc un enfant joueur, accompagné de son jumeau. Mais justement, les paradoxes de Renaud sont nés avec cette gémellité. Vous êtes jumeaux, mais apparemment, ça vous a pas marqué plus que ça. Pourtant, il y a des trucs super forts ça à ce nous a niveau-là. paradoxalement un petit peu séparés, dissociés à l'adolescence. On était tellement identifiés comme les jumeaux, David et Renaud. On nous appelait les jumeaux, on était habillés pareil. On était toujours ensemble, mêmes écoles, mêmes vacances, mêmes copains, même pull qui gratte, tricoté par la mère. Et puis, à l'adolescence, on a pris des chemins totalement différents. David s'est d'abord orienté vers la recherche médicale, avant de finalement devenir éditeur musical. Renaud, lui, a toujours été un artiste dans l'âme, une personnalité empreinte de l'univers sucré dans lequel il a grandi. Comme je dis souvent, j'ai eu une enfance douce comme le miel. Douce Mais comme le c'était après les années 50, après le baby-boom, les années après-guerre. La vie n'était pas fastoche. Ma mère avait occupé ce noble métier de mère de famille, nombreuse. 6 enfants à torcher, à élever, à éduquer. Et papa, il est donc écrivain, alors? Il est écrivain, professeur, traducteur, mais essentiellement, avant tout écrivain, oui. Un père à la fois très prestigieux et mystérieux, c'est-à-dire qu'il passe ses journées à taper à la machine des romans et
quand on est petit garçon, avoir un papa qui écrit des livres, surtout des livres de la bibliothèque rose et de la bibliothèque verte, c'est complètement incroyable. Alors cette machine à écrire, c'est vraiment un objet très symbolique et fantasmatique parce que même très jeune, Renaud, il commence à l'utiliser et il va en fait taper à la machine ses premiers poèmes d'adolescent. Une enfance heureuse, choyée, populaire, mais lettrée. Exactement le contexte que Renaud mettra en chanson quelques années plus tard. Mais surtout, une enfance baignée d'amour dans la quiétude du 14e arrondissement de Paris. Une enfance parisienne aussi qui rappelle vraiment ces photographies qu'on connaît tous de Doisneau. C'est une enfance en fait qui est à la fois calme et sereine et qui va contribuer aussi à créer cette grande nostalgie et cette grande mélancolie chez l'artiste. Et il est dans un monde qu'il est assez facile d'idéaliser. C'est-à-dire que ces immeubles de briques rouges de la Porte d'Orléans, qui sont des HBM, il y a un certain confort. Et à côté, il y a le terrain de jeu extraordinaire des Fortifs. Ces immenses terrains vagues qui sont à l'époque entre Paris et Montrouge, là où va être construit le périphérique. Et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants. Des années de bonheur innocent brisées par un terrible événement. Le 8 février 1962, une onde de choc envahit Paris. Un retour à la réalité brutale qui va marquer le jeune Renaud à vie. C'est une manifestation très pacifique pour l'indépendance de l'Algérie. Les policiers chargent aux alentours de la station Charonne. Il y aura 9 morts, en fait, des violences victimes de ces violences policières. Et le soir, avenue Paul Appel, qui est le domicile des Séchants, Renaud est assez interloqué de voir ses parents pleurer quand ils racontent ces événements qu'ils ont vécus, en fait, qu'ils ont vécus sur place. Ils étaient dans la manifestation. C'est le moment qui l'enracine dans la gauche. Il va comprendre quel est le poids, quelle est l'importance du slogan, de la chanson militante. Et ça va être extrêmement important pour lui. 6 ans plus tard, ces fameux slogans, c'est lui qui les écrira, tout en occupant la Sorbonne. Il a 16 ans, nous sommes en mai 68. Jusqu'à mai 68, j'étais un enfant sage. Pendant mai 68, mes parents m'ont pas vu. Pendant un mois, j'occupais la Sorbonne. Pour animer ses nuits sur les barricades parisiennes, Renaud ne prend pas les armes, mais sa plume. Il écrira sa première chanson, Crève salope, dont le titre est à lui seul tout un programme. Je venais de manifester au quartier. J'arrive chez moi fatigué, épuisé. Mon père me dit bonsoir fiston, comment que ça va? Je lui réponds ta gueule sale con, ça te regarde pas. Crève salope, c'est vraiment un hymne contre toute forme d'autoritarisme, que ce soit les parents, l'église, l'école. Voilà. En fait, tout est nié et tout est détruit. Et cette chanson, en fait, qu'il va chanter, va être même reprise dans les cortèges étudiants en 68. Ouais, un petit hymne qui a navigué de guitare en guitare, de lycée occupé en amphithéâtre occupé dans la Sorbonne. Quand je lui ai chanté tout content, papa, maman, j'ai fait une chanson. Avant, j'écrivais des poèmes, je grattais un peu du Gaufret à la guitare. Maintenant, j'ai piqué 3 accords à Gaufret et j'ai écrit un texte sur ce que je vis et sur mai 68. Et ça a fait une chanson, donc je sais faire la chanson, je vais en faire plein d'autres. Et quand j'ai chanté la première chanson à mon père, il est un peu masqué. Hein. Presque par hasard, Renaud découvre donc qu'il sait écrire des chansons. Et pourtant, c'est au café-théâtre qu'il va d'abord tenter de faire carrière. Une rencontre va lui ouvrir les portes du Café de la Gare, un lieu devenu la référence de toute une génération. Il avait quoi, 15-16 ans? Je l'ai rencontré à Belle-Île en vacances. J'étais donc avec Patrick Devers et on était donc assis sur le port comme ça. Et puis on voit un mec, il chantait des chansons anarchistes. C'était marrant et surtout il ressemblait terriblement, pour l'âge et pour le comportement, à un des mecs du Café de la Gare qui disait toujours « moi je m'en allais,
Je lui ai parlé de ça, de ce remplacement, puis petit à petit, il est venu au Café de la Gare. Il a commencé à travailler un peu avec nous, on lui a appris des sketchs, on a commencé à répéter. Et un jour, en plein milieu de la représentation, j'ai téléphoné chez Renaud. Il était quand même, je pense, 10h, 11h du soir. En me demandant s'il était là. Oui, il dort. Parce que le mec qui remplaçait était parti, n'allait pas jouer, quoi. Donc il est sorti du lit et il est venu jouer. Cette première expérience, peut-être un peu l'initie aussi à la scène. C'est des années de formation. Il considère qu'il n'est pas un très bon acteur, un très bon comédien, mais en tout cas, peut-être quand même, ça va lui donner l'envie de se confronter à la scène et de se confronter au public, ça c'est sûr. Aujourd'hui, quand on se promène dans le Marais, on voit que des enseignes de fringues, que du luxe, que des gens bien habillés. On oublie quand même que le Marais, ça pue à l'époque. On est vraiment au cœur moite et crasseux de Paris. La misère sociale est un extraordinaire terreau pour des formes artistiques nouvelles. C'est pour ça que le café-théâtre, qui historiquement naît rive gauche, va prospérer dans le Marais. Époque formatrice, mais surtout fondatrice. Car c'est au Café de la Gare qu'il rencontre un autre gamin du sud de Paris, Coluche. Coluche et Renaud sont aussi du même monde. Ils sont du sud de Paris, ils ont la même révolte contre les flics, contre les parents, contre les bourgeois, contre les cravates. Effectivement, ils ont quelque chose dans leur vie qui les rapproche énormément. Dans ce Marais des années 70 fourmillant d'artistes, Renaud fait donc des rencontres qui vont bouleverser sa vie. Coluche, l'ami pour toujours, mais aussi celle qui deviendra sa gonzesse pour la vie. Le problème, c'est que quand il croise Dominique pour la première fois, celle qui deviendra sa muse n'est pas libre. Alors quand il rencontre Dominique, elle est comédienne et elle est mariée avec Gérard Lanvin. En fait, elle quittera Gérard Lanvin pour s'installer avec Renaud et donc c'est un coup de foudre réciproque. Et va naître une relation entre eux. Une relation très forte parce que Dominique va être l'inspiratrice, va être la muse. Elle va créer un climat de confiance pour Renaud en fait. Il est encore un être assez timide qui se cherche et elle va l'encourager à chanter. Elle va l'encourager à écrire en fait. Dominique à son bras, sorti du Café de la Gare, Renaud se cherche encore. La comédie, la chanson, il hésite. Quelle est vraiment sa vocation ? Envie d'être un homme libre, rebelle et éventuellement glandeur. Voilà, j'étais destiné à être, dans le meilleur des cas, chômeur, dans le pire des cas, bandit. Et je savais que je voulais être artiste. Son besoin de s'exprimer le pousse à reprendre sa guitare pour gagner 3 sous en chantant dans les rues de Paris. L'apprentissage de la chanson, pour Renaud, ça se passe dans la rue directement, en fait. C'est vrai qu'il est accompagné d'un copain accordéoniste, Michel Ponce, qui va le suivre. Renaud est à la guitare. Et puis, ils ont une technique, c'est qu'ils font les cours d'immeubles à l'époque, dans la rue Daguerre, dans le 14e. C'est un moyen pour eux de tester leurs chansons, de voir un peu comment ça réagit, de faire rire le public, et puis peut-être de se dire qu'il y a peut-être un avenir avec ça aussi, en fait, voilà. Il est repéré par Lederman, l'agent, le manager de Coluche. Il est engagé pour faire la première partie de Coluche. Son acolyte avec qui il joue de l'accordéon s'en va. Et donc, peu à peu, ce qui était un simple moyen de gagner un peu d'argent devient une occasion de faire des disques. Quand il écrit Hexagone, il a peut-être 17 ou 18 ans. Très très vite, on se rend compte d'un talent incroyable qu'il a, c'est de mettre des mots avec des rimes, des idées et des images. Restez sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Et si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 60 millions de prétendants. En 1975, Renaud enregistre très rapidement son premier album, Amoureux de Paname. Mais il ne s'est pas encore complètement trouvé, ni artistiquement, ni physiquement, ni vestimentairement. Il est au départ un gavroche, un petit poulbeau avec la casquette,
qui l'air de rien, avec cet air gentil, dit finalement des paroles assassines et qui vraiment envoie du bois, comme on dit. Il y a quelque chose de très brut. L'album ne marche pas, au sens commercial du terme. Ça vend quelques milliers d'exemplaires. Mais ça fait le noyau, et puis surtout, c'est l'album qui va permettre de tamiser. Ce premier album est un échec. Le Poulbeau, le Titi, le petit gosse de Paname ne parlent pas au grand public. Encouragé par Dominique, il va alors réaliser un virage radical, mais salvateur. Renaud troque la casquette pour le Perfecto. Oubliez le velours côtelé, voici l'époque des clous dorés. Entre le premier et le deuxième album, il y a un vrai changement d'identité, il y a un vrai tournant de carrière parce qu'on prend ses distances avec le Paris un peu gavroche et réaliste et on part vers la zone et la banlieue et vers un univers peut-être plus dur. Il va aussi changer de look, il va laisser tomber la casquette de Poulbeau, les petites vestes en velours et on le voit tout d'un coup arriver avec le Perfecto, les Santiago et le Bandana. Donc c'est aussi, il va savoir créer son personnage, Renaud, en fait. C'est ça qui est fort aussi. Les Béton, c'est vraiment, ça devient le tube de 1977. C'est vraiment un succès incroyable et phénoménal. C'est une vraie découverte en fait de Renaud à travers cette chanson. Et puis il y a aussi l'expression laisse béton qui va rentrer après dans le dictionnaire. Donc on est tellement happé par cet univers-là que ça marche, quoi. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça. T'as les bottes, mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, un grand coup de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Les jeunes, surtout les jeunes des milieux urbains, reconnaissent leur langage et leurs préoccupations. Et les faits divers que je chante, ils sont tous vécus ce que je chante, plus ou moins, et ils le ressentent bien parce que je pense l'exprimer dans leur langage. À l'image de grands auteurs comme Jacques Prévert ou alors de grands écrivains populaires comme Alphonse Boudard, il a réussi à manier la langue. Alors il dit que c'est une vieille dame un peu fragile qu'il aime bien maltraiter. Renaud, c'est quand même Michel Audiard. Hein. C'est quand même un peu ce même genre. Il prend la langue de la rue et il la poétise. Il la travaille. C'est un poète, c'est un écrivain, c'est un auteur. À partir de là, la carrière de Renaud s'envole et les succès s'enchaînent à une vitesse qui donne le tournis. En parlant de sa ville, Paris, dans ses chansons, Renaud raconte finalement tout son pays. Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui choivent le pinard aux bourgeois. Il se recrée d'Indochine dans sa petite vie de peine-cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, sont finis par le jeter. C'est vous dire s'il est con, putain ce qu'il est blême. Mon HLM et la bombe du 8e, le HLM. Renaud va s'imposer beaucoup plus vite dans l'histoire de la chanson française que beaucoup de gens de la même époque et qu'on pourrait mettre dans le même panthéon, sur le même podium. En Marche à l'ombre, c'est un peu je dirais le deuxième laisse béton. Parce que c'est un album phare qui installe Renaud dans son image. Et puis, c'est un album qui installe aussi son langage. Comme dans Les Béton, Marche à l'ombre, qui est devenue une expression aussi dont on attribue la paternité à Renaud. Ma gonzesse, Marche à l'ombre, le retour de Gérard Lambert. Chaque album rencontre un succès encore plus fort que le précédent. Renaud est bouleversé par l'amour de son public, mais pétri de ses paradoxes, il continue de douter. N'empêche que le triomphe de ce petit gars de Paname s'explique facilement. Ce qui plaît, c'est que Renaud, c'est l'anti-showbiz absolu. À la fois, il remplit des grandes salles, mais
Mais c'est celui qu'on aimerait avoir comme père, comme copain, comme poteau, comme pote, avec qui on aimerait effectivement boire des coups au bistrot. Voilà, il y a une forme de proximité avec le public qui est très développée. Il sort du lot parce que c'est pas un chanteur de variété, c'est un chanteur qui dit des choses, c'est un chanteur qui exprime des choses. C'est un peu le grand frère, voilà, c'est le gars qui quand moi je l'écoutais quand j'étais môme, je lui disais que tout était possible, ces idées-là, quoi. Pudique à l'extrême mais auréolé de gloire et de disques d'or, Renaud va au début des années 80 oser se dévoiler plus intimement dans ses chansons. Et c'est cette part de lui qui va probablement nous offrir ses plus beaux morceaux. Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur. Rimbaud, avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà les petits anges sur le papier peint. Je trouvais ça étrange, je dis rien, elles me font marrer, ces idées loufoques, depuis qu'elle est en cloque. Les années 80 sont les meilleures années pour Renaud, parce que ce sont les années de tous les succès, en fait. Ce que le public aime à ce moment-là, c'est justement ça, en fait. C'est le chanteur qui est capable de raconter les sentiments. En fait, on a l'impression qu'il raconte nos vies, Renaud. Il y a quelques années, je suis tombé amoureux d'une gonzesse, d'une autre que la mienne. Elle était aussi jolie, mais beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, chose du 38. Elle est amoureuse d'un espèce d'acteur américain avec des petits yeux de porcin. Il s'appelle Brad Pitt. Mais je suis toujours Morgane d'elle. Morgane de toi. Il a au moins 4 ans. Il veut te piquer ta pelle et ton seau, ta couche culotte avec les bons becs dedans. Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Cette décennie offrira à Renaud ses plus grandes chansons, mais aussi ses plus grands bonheurs. Le 9 août 1980 à Paris, naît sa fille Lolita. Coluche sera son parrain, et cet événement va devenir fondamental dans sa carrière, tant la petite fille sera une source d'inspiration. Tu sais, maman, que je suis Morgane de toi. Ce qui se passe avec Morgane de Toi, c'est qu'il y a le bouleversement dans sa vie, qui est d'avoir un enfant, et d'en faire des chansons dans lesquelles il exprime des sentiments extrêmement personnels, tout en sachant qu'ils sont extrêmement universels. C'est comment un père dit à sa fille qu'il était amoureux d'elle. Lolita, elle a inspiré plusieurs chansons. Et dans chaque album, il y a une chanson pour Lolita, une ou deux chansons pour Lolita, parce que il s'en remet pas d'avoir cette fille très jolie, qui grandit. Autre bonheur, politique celui-là, le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. pour la première fois sous la Ve République, c'est donc un président de gauche qui va s'installer à l'Élysée. Un événement qui va évidemment réjouir Renaud. Alors l'arrivée de Mitterrand en 81, c'est vécu comme c'est un grand rêve qui se réalise, quoi. C'est un grand espoir. La Bastille, c'est la République. La Bastille, c'est le peuple. C'est la naissance de la France en tant que nation du peuple. Et le 10 mai 81 à la Bastille, on a gagné. On a gagné. C'est quand même un homme qui le marque, de qui il est proche et pour qui il écrit des chansons et à qui il écrit souvent, qui avait vraiment une admiration pour cet homme dont il dit qu'inconsciemment il l'a toujours fait penser à son père. La gauche est au pouvoir, Renaud au sommet. Alors en 1984, c'est forcément lui, le gamin du 14e, qui est choisi pour baptiser la nouvelle plus grande salle de spectacle de Paris. Une petite révolution qu'on appelle le Zénith. La capitale innove et offre enfin aux Parisiens une salle de plus de 6000 places. Le gamin de Paname est le premier à y jouer, un rêve presque inespéré. C'est pas rien d'inaugurer le Zénith. Et puis c'est Mitterrand aussi, Jack Lang qui ont lancé la construction de cette salle.
Voilà, il y a une forme de filiation et puis de grand bonheur d'être le premier chanteur à inaugurer le Zénith quand même. Parce que, voilà, il est un chanteur qui n'était pas a priori destiné à ce métier, il n'avait pas la voix qu'il fallait, il n'avait pas la maîtrise des instruments qu'il fallait. Et puis finalement, c'est lui qui inaugure cette grande salle. C'est comme si on lui faisait en quelque sorte un cadeau d'être le premier à inaugurer cette salle. C'est comme si on lui offrait cette salle. Mardi, j'ai troqué mes Santiago pour un peu trop contre une paire de Dockside et un peu ciblé genoux. J'ai gardé les traces, j'ai kiffé, sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Pour sa tournée justement, Renaud cherche à cette époque des musiciens et fait passer des auditions. C'est comme ça qu'il rencontre Jean-Pierre Bucolo, un gosse du 11e arrondissement de Paris. Et très vite, ces deux-là se découvrent des passions communes et surtout une capacité à écrire des chansons ensemble qui resteront dans l'histoire. Je vois, pour Renaud, veuillez amener guitare et ampli. Bon, je me dis, je vais y aller, tenter le coup. Sauf que c'était un mercredi le rendez-vous. Le mardi soir, à l'époque, je sortais beaucoup. Je vais au Blues Palladium. Là, je rencontre une jeune fille. Comme j'habitais chez ma mère, le mardi, je rentre chez elle. Et le lendemain matin, je me réveille. Mais alors, il devait être midi. Et le rendez-vous était par exemple à midi et demi. Et donc, je me dis, putain, j'ai plus le temps d'aller prendre mes guitares et mes amplis. J'ai failli pas y aller. J'ai dit, bon, moi, je tente le coup, j'y vais quand même. Donc, sans guitare, sans rien. J'arrive, il y avait 2 portes. J'en prends une au hasard et je tombe sur Renaud. Tout maigre, tout tremblant déjà. Il me dit, qui t'es, toi? Ah bah, je dis, Bucolo. Ah, il me dit, ouais, t'es guitariste de Cabrel? Je dis, ouais. Il me dit donc, tu sais jouer de la guitare? Bah, je fais, ouais. Et il me dit, mais il paraît que t'aimes les gonzesses et la pêche? Je fais, ouais. Il me dit, ok, t'es engagé. Et donc, j'étais engagé comme ça. Et à côté, si j'avais pris la porte d'à côté, j'aurais fait l'audition. Et c'est pas sûr que j'aurais été pris, tout le monde joue bien de la guitare. Donc voilà, l'histoire. T'aimes la pêche et les gonzesses? Je te prends. Renaud, séduit par le talent de son nouveau pote, lui confie vite certains textes. Il faut dire qu'à l'époque, des pages, il en noircissait à la pelle. À l'époque, toujours en train d'écrire. Hein, toujours en train d'écrire. Sur des nappes de restaurant, des mots, des machins. Non, vraiment comme ça. Il me dit, écoute, si je te file un texte, est-ce que tu veux essayer de me faire une musique? Bah, je dis évidemment. Et donc, le lendemain, je le vois, ou 2 jours après, il me donne un texte, j'ai gardé d'ailleurs, qui s'appelle La pêche à la ligne. Il me donne ça. Alors là, quand j'ai vu les mots, j'ai dit, bon, là m'est venue, je crois, la mélodie. Pour moi, à mon petit niveau, ce que j'ai fait de plus beau. Voilà, et on est parti, après, à Los Angeles, enregistrer l'album Mistral Gagnant. Qui veut-elle séduire? Je suis même pas là. Je me tue à lui dire qu'elle est mieux sans tout ça, que ses yeux sont plus clairs quand ils sont dans ma poche, et que vouloir trop plaire, c'est le plaisir des moches. Moi je sors une truite de moins 120 kilos, j'ai pitié trop petite, je la rejette à l'eau. À Los Angeles, Renaud lâche sa canne à pêche pour écrire celle qui deviendra le chef-d'œuvre absolu. Au studio, comme les belles histoires, je sais que c'est pas dans l'ordre, mais comme il devait pas y avoir Mistral Gagnant sur l'album Mistral Gagnant, ce qui est vrai. Il a écrit le texte, en même temps il écrivait, et effectivement, un soir, il a appelé Dominique, il a dit, écoute, voilà, je vais te lire un texte, c'est pas prévu, je te la lis. Et elle lui a répondu, genre, si tu le fais pas, je te divorce, enfin, un truc dans le genre, une connerie comme ça. Et voilà. Mais c'est vraiment dernière seconde, quoi. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. De parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. Il arrive à créer un univers très tendre et qui, même si on n'a pas connu cette époque, nous plonge instantanément dans une ambiance très, très feutrée, très rassurante.
C'est une petite ballade, une petite ritournelle, mais elle est très puissante, cette chanson. C'est un chef-d'œuvre de quelques minutes qui ramène l'enfance à nous et la fait disparaître en même temps. Voilà, Mistral gagnant, chef-d'œuvre absolu, qu'on peut mettre dans les 10 plus belles chansons françaises. Grand auteur, très grand auteur. Mistral gagnant n'est pas seulement dans le top 10 des Français, mais carrément leur numéro 1, puisqu'elle a été élue plus belle chanson de tous les temps. Et c'est à ce moment-là que Renaud va décider de quitter Paris, direction Moscou. Plein de fougue à l'idée de jouer sur la terre de ses idéaux politiques, il ne sait pas encore qu'il va vivre une des plus grandes déconvenues de sa carrière. Loin de ses repères parisiens, Renaud va découvrir la violence de la trahison. Ce qui se passe à Moscou, je dirais que c'est une grande désillusion politique, puisque Renaud part chanter dans le cadre du festival mondial de la jeunesse communiste. Il est donc devant une immense foule, enfin, tout est très contrôlé et surveillé. Et au moment où il chante la chanson Déserteur, sur le couplet qui critique évidemment la guerre froide, les Russes et les Ricains, toute une partie de la population installée dans le stade se lève et s'en va. Il parle d'un coup monté et ça le met très en colère évidemment parce que lui, ce garçon qui avait cet idéal communiste, ces idéaux de gauche, tout d'un coup voit s'effondrer un peu tout ça. À partir de ce moment-là, Renaud perd pied et commence à glisser doucement sur la mauvaise pente. Il y a incontestablement une manœuvre assez minable menée en Union soviétique, avec vraisemblablement la complicité plus qu'active d'un certain nombre de membres et de responsables du Parti communiste français. Mais il y a une dimension franchement psychiatrique qui s'impose dans la vie de Renaud à ce moment-là. C'est la période des illusions qui s'ouvre. Il faut ajouter à cela la mort de très proches, comme Pierre Desproges, comme Coluche. Tu te dis que peut-être ces gens-là auraient aimé vieillir et avoir les cheveux blancs, quoi, tu vois. Peut-être que Coluche, Desproges, tout ça, j'aurais aimé les voir avec des cheveux grisonnants et puis 70 balais, quoi. C'est un monde qui s'en va, c'est une peur de la mort qui ressurgit pour Renaud et qui est plus forte, et des angoisses qui sont plus dures à dompter, en fait. C'est un garçon, Renaud, qui est capable d'imaginer des scénarios absolument incroyables. Il se sent visé par des tireurs armés, il pense que le TGV va exploser, qu'il a été piégé. Enfin voilà, il y a des moments très compliqués et très durs à vivre pour Dominique. Elle est là, elle l'entoure de tout son amour, elle essaye de le rassurer, mais tout n'est pas possible en fait. Alors à ce moment-là, l'alcool est pour lui un anesthésiant. Un jour, je détruis tout parce que je pète un câble et que voilà, j'ai des soucis dans ma tête, dans mon corps, dans ma paranoïa, hypocondrie, terreur, bouffée délirante, voilà. Et c'est pas l'alcool qui a fait que mon amour est parti. C'est pas à cause d'une histoire d'amour qui n'existait plus. C'est une histoire d'impossibilité de coexister ensemble. Et après la séparation, je me suis complu pendant quelques années dans un désespoir anisé. C'est comme pas Manu, pas de Hélène, une grossesse perdue, c'est 10 copains qui reviennent. C'est comme pas Manu, allez, Manu, c'est comme pas quoi, sans ex, c'est comme pas Manu. Allez, on va au bistrot, en jeter un seul. Avant de sombrer totalement, Renaud aura un éclair de génie. Réfugié chez lui à Paris, il va accepter de retrouver les terres de ses aïeux. Dans le Nord, il va incarner pour Claude Berry le rôle principal de son Germinal.
Renaud accepte d'incarner le rôle d'Étienne Lantier parce que c'est très symbolique aussi pour lui dans son histoire familiale avec Oscar Merriot, son grand-père maternel qui était mineur. D'incarner Étienne Lantier, c'est ses revendications sociales, politiques. Il est le personnage, en fait, finalement, Renaud. Il est le chef de la révolte, c'est ce qu'il a toujours été. Il devient lui-même comme un Étienne Lantier. Il prend tellement son rôle à cœur qu'il déclenche une grève pour les figurants sur le lieu du tournage parce qu'ils ne sont pas assez payés. Donc, il envoie des lettres anonymes à Claude Berry. Et après, il dira que c'était lui le corbeau, mais en disant voilà, il faut augmenter le salaire des gens, ils sont très mal payés, etc. Et donc, on ne pouvait plus séparer Étienne Lantier de Renaud à tel point que tous les gens qui tournaient le film l'appelaient Étienne. Renaud s'est tellement investi dans le tournage qu'il sortira même dans la foulée un album de reprises en ch'ti qui lui vaudra sa première victoire de la musique. Paradoxal une fois encore, offrir un trophée à l'un des plus grands auteurs de la chanson française pour un album de reprises. Mais Renaud ne lâche pas le stylo pour autant et concocte dans son petit cocon parisien du 14e ce qui sera son dernier album original avant longtemps, à la Belle de Mai, où l'on retrouve le morceau « C'est quand qu'on va où ». Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? C'est hommage à un grand monsieur de la chanson française, un immense mélodiste et un vrai ami à moi dans ce métier, Julien Clerc. C'est vrai? Oui, qui m'a fait l'honneur et le bonheur de me composer 3 musiques pour l'album La Belle de Mai en 95, dont celle-ci, c'est quand qu'on va où. Seulement pour pas un rond. C'est un vrai bijou, cette chanson-là, et puis d'osmose entre la musique, en plus, que n'a pas fait Renaud, donc. Et les paroles, il y a un truc qui fonctionne très bien. Puis il y a aussi un côté entre guillemets, de professionnel. C'est-à-dire que la chanson, elle est super, quoi. C'est une mécanique parfaite. Ouais. Ce titre sera comme un dernier sursaut avant la chute. À partir de 1996, Renaud s'éteint doucement. Morale en berne et démon plus présent que jamais. Non, je sais pas, j'avais plus envie de rien. Voilà, je croyais plus à l'amour, je croyais plus au bonheur, je croyais plus à la vie, je croyais plus à mon métier, j'avais plus envie de plaire aux gens puisque je me plaisais pas moi-même. Voilà, je descendais au bistrot, j'habitais au-dessus de la closerie des Lilas. C'est carrément l'immeuble au-dessus, j'avais 10 mètres à faire dans la rue pour aller me pochetronner. C'est une vraie maladie, l'alcoolisme, donc... La Closerie, c'est une brasserie un peu chic près de Montparnasse. C'est une brasserie qui a une histoire, évidemment, parce que c'était la brasserie des écrivains. C'est un univers un peu feutré dans lequel il se sent bien, tranquille. Alors c'est loin des bistrots qu'il chantait, évidemment. Hein. On est dans un endroit où vraiment il s'est créé sa bulle de protection et de destruction. Ouais. Ça restera la Closerie des Lilas, ça fait partie de sa vie, hein. Vraiment, vraiment. En fait, on passait notre vie à la closerie. Il m'appelait pour le rejoindre, on y allait à midi. Des fois, on restait toute la journée. Et donc, ça a été en même temps là où je l'ai vu le mieux et où je l'ai vu aussi déprimé avec ses délires paranoïaques qu'il a de temps en temps. Et puis l'alcool à outrance, quoi. L'alcool à outrance. À cette époque-là, il est perdu. Il pense qu'il n'a plus de succès. Il pense que tout le monde l'a oublié. Il pense même que les gens ne l'aiment plus. Il est alcoolique, donc enfermé dans cette prison mentale, dans ce corps qu'il néglige complètement. Une rencontre, celle de Romane Cerda, lui ouvre les yeux. Mais ce sont aussi ses 2 amis musiciens qui lui redonnent envie d'y croire encore un peu et qui l'aident à passer des banquettes de café parisien à la scène. C'est-à-dire que là, on se retrouve comme ça, il m'appelle, il était pas très bien. Je le rejoins à la Closerie des Lilas. Là, il buvait beaucoup, puis il était malheureux, triste, tout ça. Et c'est là que je lui dis, écoute, pars en tournée, ça va être ton meilleur médicament, quoi. Ouais, il me dit non. Bon, puis après, il me rappelle, il me dit, ouais, c'est pas con, ça. Il me dit, mais on peut partir en petit comité. Je dis, ouais. Il me dit, il y a un pianiste que j'aime bien qui s'appelle Alain Lanty, que je connais ce type. Je dis, ouais, super.
Fin d'été, je rentre chez moi après des vacances et j'ai un message sur mon répondeur. Bonjour, c'est Renaud le chanteur. J'avais déjà compris que c'était Renaud le chanteur. Et là, il m'a demandé si je voulais partir en tournée avec lui, tout simplement. Quitter la closerie et partir faire 30 concerts. Donc, bien évidemment, la réponse c'est oui. D'où la fameuse tournée, un piano, une guitare et Renaud. Petit à petit, de bouche à oreille, les gens viennent, on fait des salles de plus en plus grandes et ça se passe vraiment bien. Les gens venaient plus voir le voir que l'écouter. Ils venaient voir un copain. Mais tous les soirs, il y avait cette même stupeur, presque un choc de le voir comme ça, tremblant, pas à l'aise, mais quand même enchaînant des chansons formidables. On avait fait 202 dates, je crois. C'était sur 2 siècles et 2 millénaires, puisqu'on est passé de 1999 à 2000. Ouais. Jean-Pierre Bucolo, dit Titi, a quasiment sauvé la vie de Renaud avec cette tournée. Pas étonnant alors que quelques années avant, comme un pressentiment, Renaud lui ait consacré une chanson. Il parle de se marier, sa mère lui dit qu'il est ouf, qu'il est même pas marié, que ses gonzesses sont des poufs. Alors la mère à Titi, en fait, il l'a fait pendant qu'on était un peu fâchés, parce qu'avec Renaud, on a souvent des moments je t'aime, moi non plus. Et un jour, je vais dans ma boîte aux lettres et je vois une cassette. Bon, et j'écoute et j'entends ça, la mère à Titi. Bon, me viennent presque les larmes, je dis putain, quel enfoiré quand même. Ma mère toute fière. Et donc, il a fait cette chanson et il a vraiment... Il y a plein de trucs dans la chanson, les fruits en plastique, bon ça, la Madone qu'on retourne et qui gigote. Bon, il avait tout noté, ouais. Et donc voilà, il m'avait fait ce cadeau-là. Chez la mère à Titi, c'est un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, les caprices, c'est fini. La mère à Titi, qu'est-ce qu'elle avait de si particulier? Elle était un peu cinglée. Elle est un peu, comment dire, c'est pourquoi le mot, pas castratrice, enfin un peu étouffante. Il a vécu chez elle jusqu'à 33 ans. Tous les matins, elle lui amenait, qui se lève à 7h ou à 2h l'après-midi, elle lui amenait sa bouillie, mélangée, mélange ovomaltine premier âge, phosphatine deuxième âge. Elle devait tourner 20 minutes pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. S'il y avait des grumeaux, il disait non maman, il y a des grumeaux. Elle retournait à la cuisine pendant 20 minutes pour mélanger. Mais résultat, il a fait des chansons magnifiques avec ça. Finalement, il a trouvé une épouse. Il est parti. Grâce à Bucolo, Renaud vient de se réconcilier avec son public. Et surtout, il a retrouvé l'envie de nous raconter des choses. Merci. 2-3 chansons inédites testées sur scène sont le prélude à un album phénoménal, Boucan d'enfer, qui deviendra le plus grand succès commercial de Renaud. Tout est venu en même temps. Comme il a senti que, contrairement à ce qu'il pensait, que l'amour du public était là, 2 chansons sont nées pendant la tournée. C'était la chanson Boucan d'enfer et Elle a vu le loup. Donc, il ne vivait pas que sur son passé. D'un seul coup, il mettait aussi un pied dans le futur. Ça lui a redonné l'envie d'écrire. C'était une époque vraiment bénie, là. Je le voyais la journée, il me donnait un truc, je regardais Dr Renaud, Mister Renard, je rentrais chez moi, je prenais la gratte, ça me faisait en deux. Enfin, vraiment, en 15 jours, on a écrit l'album. Un album conçu dans l'urgence, car Renaud, à ce moment-là, avait vraiment besoin de vider son sac. Il se met vraiment à nu. Il parle de cette dépendance qui le ronge et de ce précipice dans lequel il est. Il ose en parler vraiment. Thérapie. Le renard carbure, les gars. Un côté blanc, un côté noir. Personne n'est tout moche ou tout beau. Moi c'est ange et moi c'est salaud. Et si on veut, nous allons voir Dr Renaud, Mister Renard. Et puis aussi sur cet album, on a la chanson qui va devenir le tube avec Manhattan Kaboul, en duo avec Axel Red. Et c'est une des premières chansons aussi qui parle des attentats du 11 septembre 2001, donc c'est aussi quelque chose de nouveau. Et Manhattan Kaboul est la seule où moi j'avais la... Je vous ai écouté, j'écoute Renaud. Quitte à m'en prendre qu'une, prends celle-là. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant Pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
a une joie particulière quand on est en studio et qu'on écoute cette chanson qui est sur le point d'être mixée, d'être finie. Ce qu'apporte Axel Red ramène une fraîcheur par rapport à ce que lui, avec sa pauvre voix de misère, cet équilibre d'un seul coup, ça l'emmène. Et là, je sens qu'il y a un truc qui se passe. Sur l'autel, la violence éternelle. Boucan d'enfer s'écoulera à plus de 2 millions d'exemplaires et sera suivi d'une tournée frôlant tous les records. Presque 200 dates, devant 1 million de spectateurs qui se précipitent pour l'applaudir pendant plus d'1 an. Merci beaucoup. Merci infiniment. Du fond du cœur. Porté par ses fans qui le réclament, Renaud écrira 2 autres albums avant de replonger dans les méandres de son esprit torturé. Même la naissance de son fils Malone en 2006 ne le protégera pas de cette rechute. C'est l'homme paradoxal. Il a tout pour revivre et pour repasser de l'ombre à la lumière. D'avoir dit... d'avoir écrit et chanté les malheurs du monde, les blessures du monde, toutes ces illusions s'effondrent à chaque fois. Donc, réécrire des chansons, redire la même chose, plus d'idées. Plus d'idées. Et paradoxalement, c'est l'actualité tragique en 2015 qui va aider Renaud à s'en sortir. Paris subit des attaques terroristes sans précédent. Et pendant les attentats de Charlie Hebdo, Renaud perd des amis très chers. La révolte qu'il ressent le pousse à manifester le 11 janvier à Paris. Et comme la France entière ce jour-là, il est Charlie. De cette douleur profonde va naître un album conçu comme un défi à la mort. Toujours debout. Renaud a été terrassé. Terrassé. Et oui, il est ressorti un petit peu de sa grotte, mais c'est trop. Ça le réveille, c'est un électrochoc, donc il faut parler. Voilà. Donc oui, je suis debout. Et forcément, eux ne sont plus debout, quoi. Toujours vivant, rassurez-nous, toujours la banane, toujours debout, dépanné, ou mal barré, le cru gentil voudra m'enterrer. C'est un pied de nez aussi qu'il fait avec cet album. C'est un pied de nez parce que vous m'avez enterré, mais je suis encore là, j'ai encore des choses à dire, j'ai encore un public qui m'attend. Oui, il y a forcément une démonstration de force. Enfin, Renaud renoue avec ses penchants provocateurs grâce à une chanson qui fera grincer les dents de certains, car elle ne sera pas toujours bien comprise. Notre République et nation, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, j'ai embrassé un flic. Mais si ça a choqué quelqu'un, tant pis pour eux. Non mais franchement, tant pis pour eux. Faut vraiment être con pour juger Renaud parce qu'il chante « J'ai embrassé un flic ». Il s'étonne lui-même de dire « J'ai embrassé un flic ». Mais on en aurait voulu 10, des chanteurs qui aient cette capacité, dans ce moment, dans cet instant, à synthétiser quelque chose, à être à la dimension de l'événement, à être à la dimension du désarroi des Français à cet instant-là. Renaud fait « J'ai embrassé un flic », qui est quand même une chanson qui est un document historique que les professeurs d'université décrypteront dans 50 ans.
Mais même s'il le chante haut et fort, le brillant esprit de Renaud peine à se relever complètement. Les attentats l'ont dévasté et cette douleur lancinante va finalement avoir raison de sa récente sobriété. Loin de l'agitation parisienne qu'il aime tant, Renaud va s'exiler dans le sud, comme pour sombrer plus facilement en étant caché. Il y a des années de sevrage, et puis il y a des années où ça replonge. Renaud, c'est ça en fait, c'est une sarabande cruelle. Ce sont les montagnes russes, ce sont les grands bonheurs et les profonds désespoirs. Renaud, il nous ressemble beaucoup, on est des êtres humains et on a nos fragilités. Et donc, c'est aussi le fait qu'on a toujours en nous l'image d'un Renaud éternellement jeune, révolté, colérique, amoureux. Et on ne supporte pas de voir ce qu'il peut devenir avec le temps qui passe. Et peut-être que lui-même n'a pas supporté ce qu'il devenait. Renaud, parisien plus que marin, nous fait pourtant naviguer depuis des années dans la tempête de ses émotions. Et aujourd'hui encore, ses fans n'attendent qu'un signe pour replonger à nouveau. L'attachement à Renaud est si fort, il a créé un lien presque amoureux avec son public. Il lui passe tout, il lui pardonne tout, mais ils ont le sentiment qu'il chante vrai. Et puis ils ont le sentiment qu'il le porte aussi. Donc il y a une forme de mission pour le public de l'obliger à revenir, comme si c'était le passage obligé parce que ça allait le sortir de sa torpeur. Renaud, il est costaud, donc l'avenir... Je pense qu'il est capable encore de nous surprendre parce que je pense qu'il a malgré tout des choses à dire. Il y a une espèce d'évidence, c'est que Renaud est un monument. C'est que c'est un des plus gigantesques artistes du siècle. Après, quel est le jour où il va entrer au Panthéon, on n'en sait rien. 50 ans de carrière, des chansons inoubliables, un style, une attitude. Au gré du vent et de ses bleus à l'âme, Renaud est et restera un artiste majeur, incontournable.